Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. La République démocratique du Congo va capitaliser les 7 milliards de dollars américains issus de la révisitation du contrat chinois pour désenclaver davantage le pays qui fait face à un important déficit des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Dans ce journal, vous écouterez Freddy Yodi, directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés APCSC. Puis sous la supervision de l'ANEP, les établissements publics et entreprises du portefeuille ont évalué mardi leur situation fiscale, sociale, patronale, mais aussi les missions de l'IGF en leur sein. Ils appellent le ministère du portefeuille et l'inspection générale des finances à harmoniser les vues sur le calcul notamment des excédents de gestion. Enfin, la Suisse s'imprègne de la méthode IGF dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. L'ambassadeur helvétique en République démocratique du Congo a échangé avec Jules Alinguete. Reportage à suivre. Voilà tout pour le sommaire de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision. Présenter l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés APCSC en sigle, mais également faire le point sur la capitalisation des 7 milliards de dollars américains du contrat chinois révisé qui serviront au désenclavement du pays dans son entièreté, était au centre de la conférence des presse tenue dans la soirée du mardi à Kinshasa et co-animé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et le directeur général de l'APCS Freddy Yodi Chambo. Face au déficit des infrastructures routières, la RDC veut capitaliser les retombées de la révisitation du contrat chinois pour désenclaver son vaste territoire. À cet effet, le gouvernement a décidé d'investir les 7 milliards de dollars américains obtenus à l'issue des négociations autour du contrat chinois dans les travaux de construction et modernisation des routes nationales. Position affirmée par le directeur général de l'agence de pilotage, des coordinations et des suivis des conventions, des collaborations signées entre la RDC et les partenaires privés Freddy Chambo. La volonté de M. le Président de la République est de désenclaver le pays. Déjà, je dois vous dire que 7 milliards ne suffiront pas pour faire tout notre réseau routier prioritaire. Nous avons un gros déficit. S'il faut voir le réseau routier que nous avons, d'un peu plus de 50 000 km, s'il faut être conservateur, et s'il faut l'asphalter, nous allons beaucoup plus qu'au-delà de ce montant. Et même s'il faut atteindre seulement le niveau où la moyenne d'asphaltage en Afrique, qui est aujourd'hui à 25%, lorsqu'on prend le rapport route en terre contre route asphaltée, vous faites le pourcentage. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Nous avons un déficit énorme. Mais les critères qui vont militer pour la sélection de plusieurs projets, ce sera d'abord des projets qui seront intégrateurs. Saisissant l'occasion, il a détaillé l'agence qu'il pilote, tout en indiquant qu'elle a reçu la mission d'initier des projets de partenariat public-privé pour booster le développement de la RDC. La PCSC, l'agence de pilotage donc, est une structure, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication, qui est née des centres du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais. C'est quoi la PCSC? On a innové en créant une structure qui peut maintenant reprendre ce paradigme, mais ne pas le garder seulement limité à un seul programme, mais l'étendre à plusieurs programmes, à plusieurs conventions, à plusieurs domaines, à plusieurs projets, et pas seulement à un seul partenaire, à plusieurs partenaires.
De telle sorte que la structure que nous conduisons aujourd'hui a donc vocation de piloter, c'est-à-dire initier, manager des projets colossaux, des partenariats publics-privés de l'ordre d'un minimum d'1 milliard qui interviennent dans le domaine justement des infrastructures et des ressources naturelles. Le directeur général de l'APCSC a promis par ailleurs un contrôle permanent et rigoureux quant à l'exécution du contrat chinois pour que cette fois-ci, les fonds qui seront décaissés servent véritablement à la construction des routes durables. Restons toujours dans ce couloir pour vous dire qu'au cours de cette même conférence de presse, le directeur général de l'APCSC, Freddy Chembo, a insisté sur la méthode de travail de son institution, une méthode qui met au centre la philosophie du contrôle permanent et rigoureux pour ne pas retomber dans les erreurs du passé et s'assurer justement de l'efficacité du travail sur le terrain. La République démocratique du Congo a des structures qui sont qualifiés et que nous allons mettre à profit pour le suivi technique des ouvrages exécutés dans le cadre de cette convention. Nous allons aussi étendre notre contre-expertise jusqu'à une signature de protocoles d'accord avec des centres, avec des entités de contrôle technique, même si ce sont des entités indépendantes. Question d'avoir une contre-expertise parce que vous savez, nous avons toujours soutenu que l'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. On ne peut pas, si vous laissez un programme comme celui-ci sur autopilote, vous appelez des dégâts. Nous avons la CGT, nous avons le bureau technique de contrôle et nous allons recourir à d'autres maisons de contrôle pour la contre-expertise. Parce que nous avons l'intention de travailler de très près avec la société civile. Il est important qu'on puisse recourir au contrôle citoyen. Ce sont les citoyens congolais qui sont en fin de compte consommateurs de ces infrastructures. On les implique. La société civile aura un regard et va décrier ou nous saisir pour toutes les inconsistances qu'elle verra. Et nous aussi, de manière technique, on va déployer les équipes et on va faire une combinaison de plusieurs facteurs. L'essentiel, c'est qu'on aboutisse à une redevabilité objective. Je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal, le chef des services de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete Key, a échangé le mardi 19 mars 2024 avec l'ambassadeur suisse en République démocratique du Congo, Jasper Sarraute, autour des défis que doit relever sa structure. Les missions de l'inspection générale des finances en faveur de la bonne gouvernance ont été également évoquées avec le diplomate helvétique. Regardez. Ces échanges étaient axés sur deux questions liées à la lutte contre la corruption, basées sur les méthodes qu'emploie l'IGF dans l'exécution de tâches qui lui sont dévolues. L'ambassadeur suisse a fait part à l'inspection générale des finances de l'expérience du contrôle des finances publiques dans son pays et a voulu se rassurer de l'effectivité des contrôles de l'IGF à l'ensemble des entités étatiques. Les deux hommes ont en parallèle échangé sur les expériences de leurs pays respectifs. C'est une occasion pour échanger notamment sur les défis que l'IGF a dans ce pays, sur cette tâche importante dans le domaine de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Mais aussi, ça a permis un échange de partager un peu les expériences aussi de mon pays et de voir aussi peut-être des pistes d'échanges futurs et des possibles collaborations dans l'avenir. Jules Alinguete a de son côté informé les diplomates suisses de la détermination du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de mettre de l'ordre dans la gestion publique de la RDC par un contrôle rigoureux et systématique de toutes les opérations financières des entités publiques. Occasion pour eux de partager leurs expériences respectives en matière de la bonne gouvernance et aussi de trouver des pistes et des solutions pour une collaboration dans la lutte contre la mauvaise gestion des deniers publics. Nous avions échangé autour des questions liées à la lutte contre la corruption dans le pays, les méthodes de l'inspection générale des finances, échange d'expériences et ce qui est très intéressant, nous avions pris beaucoup de temps pour que nous puissions comprendre comment les contrôles des finances publiques se passent en Suisse et quelle est leur expérience, comment ils ont fait
des avancées pour être parmi les pays modernes. La visite de l'ambassadeur suisse Jasper Sarotte à l'inspection générale de finances démontre à suffisance que le travail de l'IGF fait écho en RDC et à l'international. Sous la coordination de l'ANEP, les établissements publics et entreprises du portefeuille de l'État ont évalué le mardi 19 mars à Kinshasa leur situation fiscale, sociale et patronale, mais aussi les missions de contrôle que l'inspection générale des finances mène au sein de ces entités étatiques. Les délégués de ces entreprises et établissements publics ont par ailleurs appelé le ministère du portefeuille à harmoniser les vues avec l'IGF sur l'épineuse question des calculs des excédents de gestion. Regardez. Présidé par l'administrateur, secrétaire exécutif de l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille, Patrick Ngouloum Biombahoul, cette rencontre s'est tout d'abord apaisantie sur l'évaluation des missions de l'inspection générale des finances dans ces entités publiques, avec à la clé quelques recommandations. À l'unanimité, les gens ont apprécié à sa juste valeur le travail que l'IGF, des titans qu'il est en train de battre dans les entreprises. Cela a permis d'assainir leur trésorerie et aujourd'hui, ces entreprises sont dans les capacités d'honorer aisément leurs obligations fiscales. Néanmoins, quelques éléments ont été retenus pour améliorer le travail de l'IGF, notamment éviter la lenteur dans le traitement des dossiers, et faire en sorte que les provisions soient acceptées dans toutes les entreprises de la même manière, afin de leur permettre de réaliser ou de résoudre les problèmes urgents qui se présenteraient, et aussi, dans la mesure du possible, alléger un peu ces contrôles de manière à ce que les contrôles a priori ne puissent concerner que les investissements, que le fonctionnement fasse objet du contrôle a posteriori. Au cours de cette rencontre, un accent particulier a également été mis sur la question des calculs des excédents de gestion de ces entreprises et établissements publics. Un accent particulier a été mis sur le paiement des excédents de gestion que les établissements publics sont appelés à payer. Et à ce sujet, il a été demandé à ce que l'ANEP approche l'inspection générale des finances ainsi que le ministère du portefeuille pour qu'ils déterminent de manière claire la méthodologie à suivre pour les calculs de ces excédents de gestion. Les responsables des finances et fiscalité de ces établissements publics et entreprises du portefeuille ont également évalué, ensemble avec l'ANEP, la situation fiscale, sociale et patronale de ces entités publiques. Entrepreneuriat et développement de l'écosystème des technologies financières en RDC, c'est le thème de la deuxième édition du forum dénommé Palabre FinTech, objet au cœur d'une conférence de presse qui s'est tenue ce mercredi 20 mars 2024 à Kinshasa, dans le but d'annoncer l'ouverture prochaine des travaux, un forum qui se veut justement une plateforme de discussion sur les enjeux actuels du secteur des technologies financières en RDC. Promouvoir l'entrepreneuriat et l'inclusion financière, faire un état des lieux de l'écosystème des technologies financières, partager les avancées des technologies financières et animer une conversation ouverte entre les pouvoirs publics et le privé sont les principaux objectifs du forum Palabre FinTech dont les travaux de la deuxième édition se tiendront à la fin de ce mois à Kinshasa. Les relations publiques de la présidence de la République, représentées par Madame Bibishka Bingele, l'Agence de développement du numérique, ADN, et la DRC FinTech Association, DFA, qui sont les organisateurs de ces forums, ont annoncé à la presse l'ouverture prochaine des travaux au cours de cette rencontre. Diboyogo, président de la DFA, revient ici sur les missions de cette organisation. La DFA, qui est la DRC FinTech Association, l'association des FinTech de la RDC, qui a pour mission de fédérer toutes les compagnies de technologie financière qui sont nées et qui opèrent en RDC. Et nous voulons aussi annoncer l'événement Palabre FinTech qui sera organisé en collaboration avec l'Agence de développement numérique sous l'accompagnement des relations publiques de la présidence pour pouvoir justement tenir des conversations qui vont faire avancer l'écosystème
des technologies financières et l'entrepreneuriat en RDC. Madame Iris Elliott, experte à l'ADN, cette structure de la présidence souligne l'utilité du développement numérique en RDC. L'ADN, qui est un service, Agence pour le développement du numérique, service spécialisé de la présidence, va donner un point de vue, dépeindre le paysage du numérique en ce moment-ci, depuis 2019, parce qu'en 2019, c'est là que le plan national du numérique a été élaboré, officialisé, expliquer d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pour permettre au fait à tout le monde d'avoir une idée, de comprendre d'abord c'est quoi le numérique, parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le numérique. Et le numérique est transversal, il touche différents secteurs. Il est prévu à l'issue des palabres FinTech, entre autres, la naissance de l'association des FinTech en RDC, une organisation qui veut être l'interface entre les décideurs et les entreprises utilisant les technologies financières, mais aussi un canal de la concrétisation de la vision des chefs de l'État, Félix Tshisekedi, qui veut faire du numérique un levier pour les développements. Le code du numérique promulgué il y a peu est une réglementation légale qui vise entre autres à atténuer considérablement les cas des cybercriminalités, notamment le piratage et l'usurpation d'identité. Les entrepreneurs congolais qui œuvrent justement dans ces secteurs du numérique appellent l'État à réserver des sanctions lourdes à toute personne qui aurait commis justement cette infraction. Regardez. Entré en vigueur depuis le 15 mars 2023, il y a de cela un an, le Code du numérique est présenté comme un moyen de lutter contre la cybercriminalité qui n'épargne guère les entreprises du secteur du numérique. C'est ce qui révèle l'entrepreneur congolais Joe Black Wonia, DG de PIMS Agency, qui salue les efforts des autorités et exige que les cybercriminels répondent véritablement de leurs actes. Beaucoup qui ont des entreprises en ligne savent vraiment les difficultés que nous rencontrons. Je vais énumérer quelques difficultés que les entreprises en ligne rencontrent. La première difficulté, c'est au niveau de la connexion Internet. Ça arrive des moments où, lorsque la connexion est perturbée, nous ratons beaucoup plus de marchés. C'est déjà un grand problème que nous rencontrons dans les entreprises en ligne. La deuxième difficulté, c'est au niveau des piratages. Beaucoup d'entreprises en ligne sont en train de connaître des piratages. Pourquoi? Parce que les pages d'entreprise ne sont pas vraiment codées. Alors, lorsque nous avons des entreprises en ligne, il faut vraiment beaucoup plus engager des informaticiens pour qu'ils puissent coder surtout nos pages afin que nous ne puissions pas tomber dans ces problèmes de piratage. Depuis l'arrivée du Code du numérique, je peux dire que les entreprises sont vraiment en sécurité. Je demanderai au PDG, aux patrons des entreprises en ligne de pouvoir vraiment engager les informaticiens afin qu'ils ne puissent pas tomber dans ces trous de piratage des pages d'entreprise. Les codes du numérique a également pour vocation de performer la gouvernance étatique en faisant de l'État un des acteurs de la transformation digitale. Il tend à améliorer les climats des affaires en fixant notamment les divers régimes juridiques applicables aux activités et services numériques. Multiplier les opportunités et le dynamisme de l'espace francophone, encourager ainsi la créativité et l'entrepreneuriat comme levier de création d'emplois pour la jeunesse font partie des objectifs poursuivis par la conférence de presse, la conférence tout simplement organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles en marge de la Journée internationale de la francophonie célébrée ce 20 mars 2024. Une rencontre avec pour thème principal la langue française telle que parlée aujourd'hui à Kinshasa. Jonathan Bakele. À Kinshasa, bien qu'aucune manifestation officielle n'a été organisée à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, le Centre Wallonie-Bruxelles a organisé cette rencontre autour des enjeux et des perspectives de la francophonie en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le journaliste Junior Elder-Ntenga, panéliste, a rappelé que la langue française permet aux investisseurs de tout espace francophone de pénétrer facilement le marché congolais et cette langue a une influence positive sur les échanges commerciaux. Le français parlant en République démocratique du Congo va permettre aux investisseurs de tout l'espace francophone, par exemple, du monde entier, de pénétrer plus facilement le marché congolais, mais également de maintenir dans le temps les flux commerciaux existants.
Pourquoi? Tout simplement parce que le partage du français par le peuple congolais va jouer sur les niveaux de confiance mutuelle envers les entrepreneurs qui choisissent la République démocratique du Congo comme une sécurité de leur investissement. Il a ensuite demandé aux Congolais de garder la langue française car elle facilite les importations et exportations. La langue nous permet d'exporter et d'importer. Et je vous ai dit que c'est même parmi les facteurs de confiance mutuelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui est de l'espace francophone trouverait mieux une terre fertile, la République démocratique du Congo, tout simplement parce qu'il va y trouver sa langue. Déjà, c'est un atout. Pourquoi? Parce que nos langues n'ont pas encore cette notoriété internationale. Et comme c'est la langue française qui a cette notoriété internationale, exportons, importons en français et gardons cette langue parce que nous facilite l'acquisition de nouveaux investissements. Notons qu'à travers un communiqué publié le 19 mars par le ministère des Affaires étrangères, la RDC à la célébration de la Journée internationale de la francophonie pour cette année en raison de l'agression rwandaise. Dans un contexte de chômage, les métiers manuels suscitent de plus en plus d'intérêt en République démocratique du Congo. Ces métiers peuvent constituer une porte, en effet, de sortie au chômage pour certains, voire une alternative pour la réduction du taux de chômage, ainsi qu'un facteur tout simplement de croissance économique. Conscients de la situation, quelques-uns de ceux qui se sont justement lancés dans cette catégorie des métiers se disent satisfaits, mais soulignent également les défis à relever quotidiennement. Divine Mwenze et Eddie Boma pour le reportage. Dans un pays en voie de développement comme la RDC, les perspectives et le modèle de développement économique et social dépendent notamment de l'aptitude à créer un nombre suffisant d'emplois décents susceptibles de réduire le chômage et la pauvreté. Raison pour laquelle la promotion de métiers manuels devient de plus en plus une nécessité pour plusieurs experts. Ce couturier propriétaire d'un atelier de couture relate ici quelques avantages de son métier et son apport dans l'autonomisation des jeunes, mais aussi les défis du quotidien. J'ai appris la couture depuis mon jeune âge. À l'époque, les clients nous apportaient des tissus pour confectionner les vêtements de leur choix. Mais aujourd'hui, c'est plus des ajustages des vêtements que nous faisons. J'ai avec moi ici 3 machines, mais si j'en avais plus, je pourrais engager beaucoup de jeunes dans mon atelier. Bien que dans l'informel, ce mécanicien exerce son métier depuis plus de 27 ans et a pu former plus de 20 jeunes qui aujourd'hui devenus des pratiquants. Plus de 27 ans déjà dans la mécanique. J'ai plus de 27 ans dans la mécanique. Nous avons ici plus de 26 apprentis qui apprennent de la tôlerie et la mécanique. Notre souhait est que le gouvernement nous accorde un espace plus grand pour que l'on forme plus de pratiquants dans la mécanique. Ces dernières années, le gouvernement congolais a multiplié les initiatives en faveur des entrepreneurs. Dernière en date est le protocole d'accord signé entre le Fonds pour la promotion de l'industrie et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Objectif, attirer ces entrepreneurs vers le formel et rendre plus rentables leurs activités. Très fréquente en Afrique et également en République démocratique du Congo, l'hernie discale lombaire est une maladie dont la prise en charge coûteuse fragilise les communautés et les économies des ménages auxquels l'un des membres est atteint. Ce mercredi, un thérapeute expert en acupuncture est revenu sur les différents types de traitements de cette pathologie à laquelle les personnes exerçant un certain nombre d'activités professionnelles sont les plus exposées. Philo Chiloba. La hernie discale est une maladie du disque intervertébral qui cause d'intenses douleurs dans le dos. Parmi les catégories exposées à cette maladie figurent les personnes dont l'activité professionnelle expose à des efforts répétés au niveau de la colonne vertébrale, tels que le port de charge, ou celles qui passent des heures à conduire comme les commerciaux, les conducteurs de véhicules. Les athlètes également sont exposés car les disques sont soumis à des pressions intenses et répétées, parfois de manière asymétrique. Ce thérapeute expert en acupuncture revient ici sur la prise en charge de cette maladie. La prise en charge, ça dépend des cas.
La prise en charge peut être chirurgicale, peut être aussi médicale. Donc chez nous, la prise en charge, là je parle de chez nous, la prise en charge est plus médicale que chirurgicale. C'est-à-dire que dans la prise en charge médicale, on tient en compte la douleur lombaire et la douleur des nerfs sciatiques, par les traitements que nous avons, par l'acupuncture, par tout ce que nous avons pour rééduquer les nerfs, pour soigner la maladie localement au niveau de la colonne lombaire. Les examens, c'est une radiographie d'abord, et puis l'IRM, ou un scanner lombaire qui peut faire voir cette hernie discale. Le coût financier, on ne sait pas dire parce qu'on ne connaît pas la gravité de la maladie, c'est après qu'on peut déterminer la manière de soigner et le coût. Hernie discale, c'est une maladie. Avant de donner un traitement, il faut d'abord consulter, faire des examens. C'est sur base des examens qu'on verra quelle est l'évolution de la maladie et quel type de traitement il faut avant de donner les cours. Et c'est une chirurgie et c'est une rééducation qu'il faut. Bon, mais chez nous, par exemple, si c'est pas un traitement chirurgical, si c'est une rééducation, on peut aller à $10, $20, $25 par séance. La séance peut durer 15 à 20 jours. À savoir que la hernie discale est une maladie assez fréquente. 5% des hommes âgés de 30 à 55 ans et 3% des femmes de la même tranche d'âge en souffrent au moins une fois. Et place à présent à la revue de presse avec Fulgence Milaï. Bienvenue à tous dans cette revue de presse Ericofin Télévision. On commence avec Forum des As qui note dans sa page numéro 2 soupçon de surfacturation du marché des cartes d'identité. Alerté, l'UGF débarque à l'ONIP. Les gendarmes financiers constatent avec grand étonnement que le marché est passé de l'ONIP à Afritech avec une facture plus que salée de 400 millions de dollars américains à 1 milliard de dollars américains. D'après le web journal Demi-Prel Media, une équipe de l'inspection générale des finances a reçu mission d'encadrement et depuis début mars des opérations financières relatives aux fonds payés par les trésors publics dans le décompte de l'Office national d'identification de la population logé à la Sofibank. Hasard du calendrier, les inspecteurs sont tombés sur un brûlot de la DGA, Colette Gobo, adressé au DGAI Stanislas Kenzalukengu. La correspondance de Madame la DGA, elle leur a mis la puce à l'oreille. Et sans tarder, ils ont passé au peigne fin et la signature et la gestion, les contrats entre l'ONIP et Afritech Demia pour la production et la délivrance des cartes d'identité nationale. Pour la production et la délivrance de la carte d'identité nationale. Selon les documents auxquels les confrères ont consulté, l'ONIP, via son DGAI, reconclut avec IDEMIA une convention qui lie les pays pour 20 ans avec cette organisation et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, la facture dans ces fameux contrats s'élève à plus d'1 milliard de dollars américains alors qu'initialement, côté ONIP, les experts avaient estimé à 400 millions de dollars américains les coûts des opérations d'identification de la population. Ce chiffre astronomique interroge, d'autant plus qu'il a été défini avant les plans opérationnels qui doivent conduire les processus d'identification et d'octroi de la carte d'identité. Ces plans est actuellement en cours de finalisation. Cette revue se termine avec les journaux Les Quotidiens qui écrit dans sa page numéro 6 « Le FPI et les FOGEC soutiennent et financent les jeunes entrepreneurs, qu'ils seront plus soumis à la présentation d'une garantie ou une hypothèque avant le financement de leurs différents projets. Un protocole d'accord entre les fonds de promotion de l'industrie FPI et les fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC a été signé ce lundi à Kinshasa par le directeur général du FPI Berthe Moudimou Tshisekedi et la directrice générale du FOGEC, Hélène Gakuru Boukara. Les journaux renseignent, c'est sous la supervision du ministre de l'Industrie Julien Paluku et de son collègue de l'entrepreneuriat Petites et Moyennes Entreprises, Désiré Mzinga. Objectif, permettre au FPI de mettre à la disposition de jeunes entrepreneurs un financement accru en contrepartie d'une garantie qui sera donnée et désormais par les FOGEC. Le journal conclut en disant « C'est vraiment une occasion que nous avons pu prendre à accompagner nos agences pour que cela réussisse à penser le ministre de l'Industrie. C'est donc un grand jour pour l'entrepreneuriat congolais. » Fin de cette revue des presses. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres.
La République démocratique du Congo va capitaliser les 7 milliards de dollars américains issus de la révisitation du contrat chinois pour désenclaver davantage le pays qui fait face à un important déficit des infrastructures sur l'ensemble du territoire. Dans ce journal, vous avez écouté Freddy Yodi, directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés APC-SC. Et puis sous la supervision de la NEP, les établissements publics et entreprises du portefeuille ont évalué mardi leur situation fiscale, sociale, patronale, mais aussi les missions de l'Inspection générale des finances en leur sein. Ils appellent le ministère du portefeuille et l'IGF à harmoniser les vues sur notamment le calcul des excédents des gestions. Enfin, la Suisse s'imprègne de la méthode IGF dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. L'ambassadeur helvétique en République démocratique du Congo a échangé avec Jules Alinguete, un reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi et excellente suite des programmes sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.